Je passe désormais la parole à Mathias Tavel, député de Saint-Nazaire. Merci Pierre-Yves, merci à vous et merci aux camarades qui ont organisé la soirée. J'ai profité de cette venue effectivement pour aller parler énergie marine et demain avec Muriel nous irons parler pêche du côté de Quimper et de Loctudie. Ce sont deux domaines dans lesquels il y a beaucoup de choses à changer et je crois que le thème de ce soir sur la santé est aussi un sujet, comme l'a dit Muriel, sur lequel beaucoup de choses doivent changer. Mais c'est d'abord un révélateur en quelque sorte de beaucoup de mots de notre société et c'est plutôt sous cet angle-là que je vais essayer d'intervenir. Le premier point quand on parle de santé, c'est qu'on a tendance à considérer comme indépassables ou incompressibles les besoins. Il faut partir des besoins. Il faut partir des besoins pour la prise en charge du grand âge, pour l'accompagnement des naissances, pour la prise en charge des malades. Mais le besoin de santé, on peut aussi chercher à le limiter par de bonnes politiques, pas en privant les gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin, mais en essayant de faire en sorte que les gens soient en moins mauvaise santé et même mieux portants. Et Muriel a évoqué la médecine scolaire, la médecine du travail et d'autres dispositifs de prévention. Mais je veux insister là-dessus. Aujourd'hui, on a par exemple une alimentation, un certain type d'alimentation qui, au-delà de maltraiter les paysans, la nature, les animaux, maltraite aussi la santé des consommateurs. Je ne veux pas faire de provocation en présence de Muriel, mais la question des nitrites dans la charcuterie, notamment liée à une forme d'agriculture productiviste, ultra-intensive, que cette région connaît bien, en bout de chaîne, ce sont, d'après la Ligue contre le cancer, plusieurs milliers de cancers par an. Et pourtant, c'est toujours autorisé. Et quand il y a eu à l'Assemblée un débat sur ce sujet, à l'occasion d'un des projets de loi, eh bien, vous avez un député du MoDem, je crois, qui s'est levé pour dire sa colère contre cette situation. Et nous avons perdu le vote à très peu de voix, malgré ce qui était vraiment un témoignage très, très sincère de sa part. La question de l'alimentation, et on pourrait aller au-delà, la malbouffe et tout ce qui s'ensuit. La question de la santé environnementale. Je viens d'un endroit, Saint-Nazaire, où vous avez plus de 42% de surmortalité par cancer. Et la préfecture laisse entendre que c'est parce que les gens fument ou boivent plus qu'ailleurs. Mais elle ne démontre pas. Et quand on demande y a-t-il des chiffres qui le prouvent, eh bien non, il n'y a pas de chiffres qui prouvent qu'on fumerait plus à Saint-Nazaire qu'ailleurs. S'il y en a, qu'on nous les montre. Sinon, nous sommes fondés à penser que peut-être cette surmortalité pourrait avoir un lien avec le fait que nous sommes dans un bassin industriel, avec des entreprises qui polluent énormément, et il suffit par exemple de voir le nombre de décès liés à l'usage il y a plusieurs décennies de l'amiante, et qu'on voit encore aujourd'hui dans les statistiques, pour savoir que, disons que chat échaudé craint l'eau froide et que mieux vaudrait prévenir que guérir, notamment mettre en place des dispositifs de surveillance. De la même façon, sur la qualité de l'air, le président Macron avait annoncé un grand plan pour la qualité de l'air. Il s'agissait d'équiper nos écoles de purificateurs et de capteurs pour mesurer notamment la concentration en CO2. Eh bien, ce plan a fait flop, il est tombé à l'eau, et l'amendement que j'avais déposé l'année dernière et cette année pour avoir ce plan de qualité de l'air, notamment dans les écoles, n'a même pas pu être examiné en séance, puisque le 49.3 ne nous a pas laissé le plaisir d'en discuter. Il y a aussi, en matière de prévention, un sujet qui nous a occupés pendant de nombreux mois cette année. C'est la question de la retraite. Si on veut que les gens soient en meilleure santé, il y a une politique à faire, c'est leur permettre de partir à la retraite plus tôt et en meilleure santé, et de ne pas s'user, notamment au-delà de 60 ans, dans des métiers pénibles, mais pas seulement dans ce qu'on appelle les métiers pénibles, dans l'ensemble de l'activité, parce qu'on sait que le report de l'âge de la retraite entraîne plus d'invalidité, plus de maladies professionnelles, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, on a déjà une espérance de vie en bonne santé pour les hommes qui est de 64 ans. Et au moment de la retraite, ce sont les organismes de la mutualité française, donc des assureurs, qui chiffraient à 10 milliards d'euros par an
ce qu'il allait falloir dépenser de plus en prévoyance, en invalidité, en maladie professionnelle, etc., si on repoussait l'âge de la retraite à 65 ans. Ça a été 64, peut-être n'est-ce pas 10 milliards, peut-être est-ce 8, mais vous voyez bien qu'une manière de faire, y compris que ça coûte moins cher, et donc qu'on puisse mettre de l'argent pour mieux soigner les gens après, c'est commencer par éviter des politiques qui finissent par augmenter le nombre de malades et ensuite venir se plaindre que ça coûterait trop cher. Moins de malades, plus de services publics. Muriel en a parlé, je n'y reviens que rapidement. On a parlé de la loi Rist qui limite le recours à l'intérim des médecins pour l'hôpital public, mais qui ne s'applique pas à l'hôpital privé. J'ai déposé avec d'autres collègues une proposition de loi pour que, à minima, les hôpitaux, les cliniques privées soient concernés de la même façon et qu'on ne puisse pas avoir des médecins qui quitteraient l'hôpital public pour aller faire de l'intérim mieux payé dans le privé, ce qui serait vraiment détestable. Évidemment, même chose, je ne sais pas si un jour nous aurons le plaisir de pouvoir en discuter, mais je pense que l'idée va au moins faire son chemin, parce que sinon on crée des difficultés terribles. Le service public. 21 000 fermetures de lits sous le président Macron à l'hôpital public. Aujourd'hui, vous n'avez pas un département où vous n'avez pas des lits qui ferment. Moi, en Loire-Atlantique, ce que j'ai sous les yeux, c'est notamment la question de la psychiatrie. Une unité pour adolescents qui ferme parce qu'il y avait 2 médecins et il y en a un qui part. Et après tout, il a bien le droit de poursuivre sa carrière autrement. Et quand il n'y en a plus qu'un, comme c'est une unité qui accueille des patients en continu, bah forcément, ça ne peut plus fonctionner. Elle avait été ouverte il n'y a même pas 5 ans. Et vous avez 10 adolescents qui méritaient, qui nécessitaient une prise en charge psychiatrique constante, qui ont été comme ça renvoyés, ou là où on pouvait trouver une place, ou dans des systèmes de prise en charge moins performants. Vous avez encore 4 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'hôpital qui sont programmés par le budget de la sécurité sociale que le gouvernement impose par 49.3. 4 milliards. Et ça n'a pas commencé avec M. Macron. Vous êtes pour certains bien plus aguerris que moi sans doute, mais les politiques de la loi Bachelot, sous Sarkozy, de la loi Touraine, sous François Hollande, ont été des moments extrêmement brutaux pour l'hôpital public. Et M. Macron a encore aggravé le mal, mais il n'en est malheureusement même pas l'initiateur sur le sujet. Et puis sur le personnel, on a 60 000 postes d'infirmiers vacants. On ne va pas les trouver si on n'est pas capable de changer le métier. Si les gens sont partis, c'est parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et parce qu'ils ne voulaient pas mal faire leur travail. Parce que c'était aussi une souffrance pour eux que de se retrouver à ne pas avoir le temps de faire correctement, à devoir bousculer des patients pour les presser, alors qu'ils n'ont pas fait ce métier pour ça, et qu'ils ont préféré à un moment quitter leur métier qu'ils aimaient, plutôt que se mettre eux-mêmes en situation de souffrance, notamment professionnelle, comme on le connaît. Donc il va falloir transformer la manière d'organiser le travail, le nombre de personnels recrutés. Évidemment, pour ça, il faudra, et pour recruter, il faudra mieux payer les gens, Muriel l'a rappelé, mais c'est nécessaire si nous ne voulons pas aller vers un effondrement pur et simple du système hospitalier public dans notre pays, qui est déjà malheureusement bien avancé. Plus de services publics, plus de sécurité sociale. Et nous sommes, nous, à la France Insoumise, partisans du fait que les soins prescrits par un médecin soient remboursés à 100% par la sécurité sociale, et qu'on n'ait pas ce jeu où, selon la complémentaire que vous avez, vous êtes plus ou moins remboursé, alors même qu'on a fait la démonstration que le fait d'avoir 2 systèmes, la sécurité sociale et des complémentaires, finissait par coûter plus cher, et que si on avait un seul organisme qui remboursait, eh bien vous économisez le doublement, le fait d'avoir à traiter les dossiers 2 fois, le fait que vous avez des campagnes de promotion et de publicité pour toutes les assurances privées que vous pouvez trouver, que au passage certaines de ces complémentaires ont des actionnaires à rémunérer, et que ce sont là des sources d'économie. Et aller vers un 100% public coûterait moins cher que le système que nous avons, ou en tout cas ça ne coûterait pas plus cher si on intègre les économies qu'on pourrait faire. Au passage, 100% public, c'est pour permettre à tout le monde, 100% sécu, c'est pour permettre à tout le monde d'être remboursé. Je rappelle que les microbes
n'ont pas de papier. Et que ce qu'on a vu au Sénat la semaine dernière, avec la décision que nous allons combattre à l'Assemblée nationale d'une droite extrêmement réactionnaire au Sénat, de remettre en cause l'aide médicale d'État pour les personnes étrangères sans papier sur notre sol, est non seulement une mesure cruelle et inhumaine, parce que quand on est malade, on a le droit d'être soigné, et c'est le serment que font tous les médecins lorsqu'ils s'engagent, et tous les professionnels de santé, mais en plus, d'un point de vue sanitaire, c'est stupide, c'est dangereux s'il s'agit de gens qui ont des maladies contagieuses, et c'est absurde parce que si on prive les personnes de soins, leur état s'aggrave, et quand on les prend en charge après, ça coûte plus cher. Donc, ils réussissent l'exploit d'être à la fois inhumains et absurdes. Ça ne nous surprend pas trop de la droite sénatoriale et de M. Retailleau qui la dirige, que pour le coup j'ai le déplaisir de croiser parfois, mais c'est un argument qu'on doit utiliser. Et leur argument qui consiste à maltraiter les étrangers ne se traduit pas par le fait que les Français seraient mieux traités. Ce qu'on a sous les yeux, c'est que leur politique, c'est la régression pour tout le monde, pour les étrangers et pour les Français. Et nous défendons le fait que tout être humain a droit d'être soigné et un progrès commun, partagé, parce qu'il y a l'argent pour ça. Je donne un seul chiffre, je vous ai dit 4 milliards de coupes sur l'hôpital public, 4 milliards d'euros, c'est ce que Sanofi a reversé à ses actionnaires en 2022. Le hasard des chiffres donne parfois des comparaisons faciles, celle-là en est une. Et on voit bien qu'il y a l'argent qui existe pour peu qu'on veuille bien faire de la santé un bien commun et non une marchandise destinée à rémunérer des profits privés et des actionnaires. On a parlé aussi j'ai parlé de Sanofi. C'est le 4e point. Il faut aussi plus de souveraineté en matière sanitaire. Je vais vous lire une phrase, parce que quand même, je pense que vous l'avez peut-être oublié. On était en 2020, le président de la République, M. Macron, annonçait le confinement du pays du fait de la pandémie de Covid. Je vous la lis, asseyez-vous si... Ce que révèle cette pandémie, c'est que la santé gratuite, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. On dirait du Mélenchon. Malheureusement, c'était du Macron. Tout le monde a pu constater la rupture. Et le fait que maintenant, c'était plus le marché. Moi, j'étais la semaine dernière au salon du Made in France. On est allé rencontrer le syndicat des fabricants de masques. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Bah, c'est reparti comme avant. On nous a demandé de produire, en catastrophe, beaucoup. On a fait le maximum qu'on a pu en partant d'un état très dégradé. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'armée vient de passer une commande, 45 millions de masques, à des fournisseurs asiatiques. Et vous avez des entreprises de masques qui recommencent à fermer, à être en difficulté, et qui demandent simplement que par du protectionnisme, quand il s'agit de commandes publiques, eh bien on assure la capacité des usines à produire ces masques. Pas dans les quantités dont on en avait besoin dans le Covid, mais faire en sorte que la chaîne de production tourne en 1/8 au lieu de tourner en 3/8 pendant le Covid, pendant un certain nombre de mois dans l'année, qu'on ait les compétences, et que le jour où il y a une crise à faire face, eh bien on puisse rapidement augmenter la production. Si vous ne faites pas ce travail de protection de la souveraineté industrielle en matière de production de masques, il ne faut pas vous plaindre si le jour où il y a une nouvelle pandémie, vous n'en avez pas assez et que vous êtes obligé, comme la France a été obligée de le faire, d'aller quasiment marchander sur le tarmac des aéroports chinois dans des conditions assez troubles. Donc oui, bien sûr, produire un masque en France, ça coûte plus cher que produire un masque en Chine. N'empêche que quand on en a besoin, au moins on sait où il y en a. Et c'est donc un investissement que la collectivité, pour sa souveraineté, doit être capable de prendre en charge. C'est la même chose sur les médicaments. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé d'avoir du Doliprane ces derniers temps, peut-être de l'amoxicilline, mais maintenant, quand vous allez voir un pharmacien, vous venez avec votre ordonnance en me disant il me faut des antibiotiques, la première chose qu'il fait, c'est « Ah, attendez, bougez pas, j'ai reçu une commande ce matin, je vais voir s'il n'y en a pas au fond du carton. »
Véridique, ça nous est arrivé, ma famille, pas plus tard qu'il y a 15 jours. Et encore heureux, il y avait eu 2 boîtes. Mais s'il nous en avait fallu 3, il n'y en avait pas. Quel est ce pays qui n'est même plus capable de fournir du paracétamol ou de l'amoxicilline, qui sont quand même pas des productions de médicaments particulièrement originales? Eh bien, puisque le privé, puisque le marché n'est pas capable de produire ces médicaments dont nous avons besoin, alors il faut un pôle public du médicament pour les produire, parce que nous ne pouvons pas nous en passer et parce que nous ne pouvons pas dépendre du bon vouloir des marchands qui demanderont qu'on paye plus cher pour en avoir si on veut avoir les nôtres. Il y a 7 fois plus de pénurie de médicaments maintenant que quand Emmanuel Macron est arrivé. Donc les mensonges sur la réindustrialisation du pays et sur la soi-disant autonomie retrouvée, ça suffit. Maintenant, il faut agir. Et quand je dis ça au ministre dans l'hémicycle, il me dit « Mais je ne comprends pas bien ce que c'est, votre pôle public du médicament. Ça existe déjà, il y a la pharmacie centrale des armées. » Pardon, mais... alors c'était le ministre d'avant, depuis il est parti, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il est parti, mais le nouveau n'est pas meilleur. Et non, ça n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez là, hier ou avant-hier, des gens, des scientifiques, des médecins, qui démontrent, par exemple sur la question des anticancéreux, que ça reviendrait moins cher de les produire en France par un pôle public que d'avoir à les acheter à des laboratoires qui sont des multinationales qui cherchent juste à faire du fric, en parlant de ceux qui ne relèvent pas de brevets. Pour ceux qui relèvent de brevets, il y a d'autres dispositifs, la licence d'office, le Brésil a été capable de le faire sur des traitements pour le VIH notamment, je ne vois pas pourquoi nous on ne serait pas capable de le faire. Mais même sur ceux qui ne sont pas des médicaments brevetés, qui sont simplement des techniques d'usage, de croisement de différentes molécules, eh bien ça coûterait, et on parle pour les anticancéreux de traitements qui coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. On est sur des cancers très rares. En l'espèce pour les enfants. Peut-être qu'au moins on pourrait faire le pôle public du médicament pour traiter le cancer des enfants. Ça va, c'est pas trop exagéré comme demande. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être au moins se mettre d'accord pour faire ça. Et bien même ça, ils n'en veulent pas. Mais nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir comme le maintien de l'hôpital de Carhaix est en passe d'être obtenu. C'est-à-dire par la lutte. Parce que ce changement qui est nécessaire, il ne viendra pas tout seul. Et même, il ne viendra pas d'en haut. Il viendra de la lutte pour défendre les services, pour défendre l'hôpital de Carhaix, pour défendre la maternité de Guingamp, pour défendre la maternité d'Ancenis chez moi, pour défendre les urgences de chaque hôpital chaque fois qu'il faut les défendre, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Battez-vous. Le deuxième point, c'est que vous avez un bulletin de vote. Et que vous avez, le 9 juin prochain, une élection européenne qui est l'occasion de dire que la politique d'austérité qui comprime les budgets de l'hôpital ou que la politique de libre-échange généralisé qui nous empêche d'être souverains sur les masques et les médicaments, qui sont des politiques directement exigées, demandées, portées par la Commission européenne et par l'Union européenne, nous n'en voulons plus. Et que nous voulons du service public et de la souveraineté populaire en matière de santé, et que pour faire ça, vous aurez un bulletin de vote pour le dire. Et ne vous trompez pas de bulletin de vote. Là, je pense que ceux qui sont là savent pourquoi ils sont là, mais répétez-le autour de vous. Il n'est pas vrai que l'extrême droite, que Madame Le Pen, défende la santé des Français. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Je vous ai parlé de l'aide médicale d'État. Ça s'applique aussi à elle. Laisser les êtres humains malades ne pas être soignés est inhumain et dangereux d'un point de vue de santé publique, premièrement. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il fallait la sécurité sociale. Que fait Madame Le Pen? Dès qu'elle peut, elle défend, elle propose ou elle vote des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises. Et après, on vient vous voir en disant « Ah bah il n'y a plus d'argent dans les caisses de la Sécu ». Commencez par les remplir. Refusez de vous faire voler ces cotisations qui font partie de votre salaire. Défendez la sécurité sociale. Et ne laissez pas Le Pen la vider avec Macron comme ils sont en train de le faire. Et troisièmement, quand il y a eu la question des déserts médicaux qui est venue, la proposition de loi n'a pas pu être discutée.
Mais un amendement a pu être discuté. Cet amendement a été battu pour une poignée de voix, et notamment parce que les députés du Rassemblement national de Madame Le Pen ont voté contre la régulation de l'installation des médecins sur le territoire. Si vous ne trouvez pas de médecin traitant, c'est de la faute de Le Pen aussi. Dites-le comme ça, assumez-le. Ne laissez pas ceux qui prétendent qu'elle défendrait les territoires oubliés ou je ne sais quoi. Non. Et d'ailleurs, si vous avez des déserts médicaux, vous en avez en Loire-Atlantique, vous en avez en Mayenne, vous en avez en Bretagne, vous en avez en Seine-Saint-Denis, vous en avez dans les quartiers de Paris, vous en avez dans les Outre-mer. La question de la santé, de sa défense, de son caractère de bien commun et de son service public est fondamentalement une bataille qui unifie le peuple français et qui est en soi une bataille contre la division, contre le racisme, parce que nous avons tous les mêmes droits et les mêmes besoins en tant qu'êtres humains, et c'est ça aussi que nous sommes venus dire, parce que nous défendons tout simplement le droit à la vie douce, le droit d'être soigné quand on est malade, le droit d'éviter de tomber malade quand c'est possible, et que ce n'est pas sérieux de continuer avec un système qui fonctionne aussi mal que celui qu'on a sous les yeux. Merci Muriel. Oui, effectivement, ce qu'a dit Muriel sur la psychiatrie est très vrai, et je vous invite à aller voir le bouquet législatif, on l'a appelé comme ça, que Élise Le Boucher a présenté en notre nom à tous, pour voir les pistes qu'il y a, mais moi je le vois y compris du côté de Saint-Nazaire, où sur des questions de liberté fondamentale, aujourd'hui les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte et placées à l'isolement ou à la contention, il y a un cadre légal qui prévoit que le médecin psychiatre doit à intervalles réguliers, très réguliers, toutes les 6 heures, renouveler le certificat médical et saisir le tribunal pour que le juge de la liberté de la détention vérifie qu'il n'y a pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de la personne, puisqu'on est sur des soins sans consent. La présidente du tribunal de Saint-Nazaire, en janvier dernier, a annoncé qu'elle suspendait l'examen de ces certificats médicaux parce qu'elle ne disposait pas des effectifs de greffe pour les instruire. Et elle est magistrate très attachée à la question des libertés publiques, et c'était pour elle un crève-cœur que de ne pas pouvoir remplir une mission constitutionnelle de protection de la liberté individuelle la plus fondamentale, qui est la liberté de mouvement. Mais vous aviez à la fois le fait que du côté de la psychiatrie, les médecins ne parviennent plus, ont le sentiment d'être totalement dépassés et de passer beaucoup de leur temps à des procédures administratives, et de l'autre, un autre service public qui est complètement effondré, qui est le service public de la justice, qui n'était pas non plus en mesure. Et pourtant, on est sur des libertés fondamentales, et pourtant, on est sur la prise en charge de personnes qui sont dans une situation de détresse et qui nécessitent du soin de façon extrêmement poussée. Je balaye un peu rapidement. Sur la question de l'article 68, ça a été posé, donc c'est la destitution du président. Pour que la procédure de destitution soit engagée, il faut une majorité des 2/3. Pour qu'une motion de censure soit votée, il faut une majorité absolue, c'est-à-dire 289 voix, alors que les 2/3, ça nous amène plus près des 400 voix. Vous voyez bien que nous avons frôlé pour 9 voix la motion de censure sur la question des retraites, et que ça nous paraît être un objectif, je ne sais pas si nous l'atteindrons, je l'espère, mais en tout cas plus atteignable que cette procédure qui nous renvoie à un seuil encore plus élevé. Ceci dit, il y a eu une pétition qui a été portée à l'Assemblée nationale, et le groupe La France Insoumise est le seul groupe à avoir défendu le fait que cette pétition, pour aller vers cet article 68, continue sa vie. Les députés Renaissance et les députés du Rassemblement national ont voté contre le fait que cette pétition soit mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale. Je dis 9 voix. Il suffit de regarder les circonscriptions où le siège nous a échappé pour quelques centaines de voix, et vous êtes bien placés pour le savoir. Si dans 9 circonscriptions de plus, la NUPES avait obtenu un député, le gouvernement Borne tombait et la réforme des retraites était rejetée. Je le dis aussi pour que la prochaine fois qu'on vous dira les élections législatives ça sert à rien, vous ayez un argument à dire la dernière fois
à 9 voix. On sauvait 2 ans de retraite. Je le rappelle pour que à chaque fois vous ayez cette bataille. Et on va continuer à pousser pour aller plus vite sur comment on en est arrivé là. Il y a une phrase d'un ministre de la fonction publique, Renaud Dutreil, de 2004, qui dit on a un problème, c'est que les Français sont contents de leur service public. C'est un ministre de droite. Et forcément, ça collait pas avec son agenda qui était d'étendre le champ du marché pour que des groupes privés puissent faire des profits et les redistribuer à leurs actionnaires. Et l'hôpital a été un des laboratoires, il y en a d'autres, il y a eu l'université, d'une forme de marchandisation accélérée de la santé et de renversement de la logique de gestion, où on est passé de dotation, qu'après on gère en fonction des situations qui se présentent, à ce qu'on appelle la tarification à l'acte, à l'activité, la T2A, qui fait que l'hôpital, pour boucler son budget, a intérêt à cibler les opérations que la sécurité sociale lui paye le plus et à délaisser celles qui coûtent cher et sont moins rémunérées, quand bien même, d'un point de vue thérapeutique, elles peuvent être plus fondées. Alors, il y a la dimension éthique des médecins qui permet de limiter cet effet-là. Mais la pression budgétaire, elle est extrêmement forte et elle ne permet pas aux hôpitaux d'échapper à cette situation. Et nous proposons, nous, de sortir de ce système parce que ce n'est pas la manière... on ne doit pas choisir le remède en fonction de combien la Sécu le paye à l'hôpital. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le patient? Est-ce que c'est ce qu'on sait faire de mieux? Les médecins en chef d'établissement, et vous êtes des missionnaires plus tard. Après, il y a toute la discussion sur le clinicitaire, mais déjà ce principe-là. Et ça fait le lien avec la question de la médecine libérale. La médecine libérale dans notre pays, elle a joué et elle joue encore un très grand rôle, notamment parce qu'on a aussi affaire à des professionnels qui passent beaucoup de temps. Et il faut être reconnaissant du temps qui est consacré. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes médecins qui ne veulent pas avoir cet exercice libéral où on fait des semaines extraordinairement longues, mais aller vers un exercice salarié qui permet d'avoir une vie personnelle, une vie de famille, et c'est souhaitable, et ils y ont droit aussi, qui permet aussi d'avoir un exercice collectif, collégial, dans des centres de santé, et il y a là des choses à encourager. Mais même dans le modèle libéral, dont nous ne proposons pas de sortir pour la médecine de ville, nous ne proposons pas l'étatisation de tous les médecins libéraux, médecins généralistes notamment. On propose qu'il y ait des médecins publics, salariés par la sécurité sociale ou par l'État ou par les régions, ça on pourrait discuter, ou par les communes. Il y a des centres de santé communaux qui existent aussi pour notamment répondre à ce besoin, à cette volonté des médecins de travailler ensemble et d'être salariés tout en apportant un service de médecine à la population. Mais même dans l'exercice libéral, aujourd'hui, une large part du travail, c'est le suivi de maladies chroniques. Des gens qui ont du diabète, de l'hypertension, d'autres types de maladies chroniques et qui nécessitent un suivi au long cours. Et c'est pas je viens parce que je me suis fait une entorse et je repars avec mon entorse et vous ne me reverrez pas pendant 4 ans. Pour l'exemple de l'entorse, c'est pas toute chose. Mais... Et donc, pour ce suivi là, on a besoin, y compris les médecins, ont légitimement le droit d'être rémunérés d'une façon différente que juste le passage à l'acte. C'est-à-dire chaque fois que le patient vient dans le cabinet, parce que c'est un suivi au long cours, parce qu'il faut être capable d'orienter dans un parcours de soins avec d'autres professionnels de santé, le kiné, l'infirmière, etc. Parce qu'il y a des fois, ça va prendre plus de temps, parce qu'on fait un bilan plus complet, puis d'autres, ça va être plus... Donc d'aller vers une rémunération plus forfaitaire pour le suivi de ces pathologies et des personnes qui en souffrent. C'est une des réponses. Voilà, je reviens pas sur les déserts médicaux et les déserts, vous en verrez pas. Enfin, les médecins sont aussi légitimes à vouloir qu'il y ait des écoles pour leurs enfants, à vouloir qu'il y ait des commerces, à vouloir qu'il y ait des emplois pour leurs compagnons ou leurs compagnes, là où ils vont s'installer. Et donc on est bien sur une politique d'aménagement du territoire aussi d'une manière globale et qui n'est pas tout dans les métropoles et encore dans les centres-villes des métropoles et rien ailleurs. C'est bien une logique globale d'organisation du territoire du pays qu'il faut penser. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les compétences municipales, je voulais en dire un mot. Centres de santé municipaux, ça existe. Mutuelles communales, ça existe. Prévention, notamment de la malbouffe avec la question des cantines, ça existe.
EHPAD municipaux, ça existe. Le maire préside le conseil de surveillance du centre hospitalier de sa commune, voilà. Et y compris il y a des questions très concrètes qui se posent, par exemple la question de la gratuité du stationnement pour les soignants libéraux, pour les aides-soignantes à domicile, des choses comme ça. Peut-être ça existe ici, je ne sais pas, mais il y a des endroits où c'est même pas le cas. Voilà. Et c'est quand même la moindre des choses. Dernier mot, je crois que j'ai oublié, sur les étudiants étrangers. On a un gouvernement qui prétend vouloir accueillir plus d'étudiants étrangers, mais qui a déjà, dans le mandat précédent, augmenté les frais d'inscription, et qui est complètement hypocrite sur ces questions. Parce que dans la loi où il se dit prêt à réduire l'aide médicale d'État, il crée dans le même temps un titre de séjour pour faciliter la venue de professionnels de santé étrangers. Donc en gros, on veut bien prendre les médecins étrangers, mais on ne veut pas prendre les malades. Mais les pays qui ont formé ces médecins, ou qui sont des professionnels de santé, qui y compris sont venus se faire former en France et qui repartiraient dans un pays, leur pays de départ, en ont besoin. Les Tunisiens ont besoin de médecins, les Algériens ont besoin de médecins, les Ukrainiens ont besoin de médecins, les Roumains ont besoin de médecins, et nous avons, nous, besoin de médecins, mais donnons-nous les moyens de former nous-mêmes les médecins dont nous avons besoin, plutôt que d'aller piller la ressource d'autres pays. Enfin, ça nous paraît, en tout cas, une règle de base, et pour ça, il ne suffit pas de supprimer le numerus clausus comme Macron l'a annoncé, mais il faut aussi créer les places d'amphi, les postes de professeurs, de chefs de clinique, les logements pour les internes, etc., etc. Parce que juste dire on a supprimé le numerus clausus, mais